À 20h47, la tête de Frank Morrison heurta le sol, le goût métallique du sang envahissant sa bouche avant qu'il ne puisse crier. À 80 ans, avec une jambe gauche jamais totalement remise d'une blessure de guerre et une pure pelote accrochée au mur, il se retrouvait face à 3 jeunes individus masqués qui fouillaient sa maison. Ses mains tremblaient alors qu'il tentait de protéger l'urne contenant les cendres de sa femme Hélène, son épouse depuis 52 ans. Les intrus la secouèrent et la projetèrent contre le mur, répandant les cendres sur le sol, tandis que Frank, affaibli, essayait en vain de les rassembler. Les souvenirs et les médailles militaires arrachées semblaient disparaître sous ses yeux, son corps et son cœur subissant une douleur indescriptible. Lorsqu'ils partirent, laissant derrière eux chaos et silence, Frank pensa que c'était peut-être la fin, allongé sur le sol, incapable de bouger. Puis le son familier d'un moteur diesel retentit, celui du camion de son fils Marcus. La porte s'ouvrit et Marcus entra, en uniforme, accompagné de Rex, son chien entraîné, observant la scène avec précision et détermination. Il s'agenouilla près de son père, l'examina, et d'une voix ferme mais réconfortante, lui dit qu'il n'était pas faible, que malgré tout ce qui venait de se passer, il était encore là et que son fils était là pour lui. Le moment, chargé de douleur, de colère et de soulagement, scella à nouveau le lien entre père et fils, rappelant que même face à la destruction et au désespoir, l'amour et le courage pouvaient encore protéger ceux qui nous sont chers. Un vétéran de 80 ans, en situation de handicap, est violemment agressé chez lui par 3 individus qui s'introduisent par effraction. L'attaque ne se limite pas à des violences physiques, les agresseurs détruisent également les cendres funéraires de son épouse et filment toute la scène dans un but de moquerie et de diffusion en ligne. Profondément choqué, l'homme est retrouvé blessé et couvert de cendres lorsque son fils, officier militaire expérimenté, arrive sur place. Refusant toute idée de culpabilité ou de honte, ce dernier comprend immédiatement la gravité des faits et engage une réponse strictement légale, appel des secours, contact des forces de l'ordre, préservation des preuves numériques et mobilisation d'organisations de soutien aux vétérans. L'enquête révèle rapidement que les auteurs ont eux-mêmes diffusé les preuves de leurs actes sur les réseaux sociaux, déclenchant une réaction massive de la communauté, des associations et des médias. Malgré des tentatives de pression, d'intimidation et de compensation financière de la part de familles influentes, la victime décide de porter plainte. L'affaire devient alors un symbole de lutte contre l'impunité, rappelant que l'âge, le statut ou la vulnérabilité d'une personne ne justifie jamais la violence, et que la justice doit prévaloir, même face au pouvoir et à l'influence. L'oncle de Whitmore, le conseiller municipal David Whitmore, avait une conversation similaire avec lui. « Tu as vraiment fait une grosse erreur », dit David avec sérieux. Jackson s'assit sur le canapé du bureau de David, essayant de paraître sûr de lui, en vain. Ses mains tremblaient. Ses parents l'avaient expulsé et lui avaient demandé de rester chez David. Il fallait qu'il gère la situation. Jackson essaya de s'expliquer, mais Tyler l'interrompit, peu importe ce que Tyler a dit. Tu es adulte. Tu as fait un choix, et maintenant tu dois en assumer les conséquences. Tu ne peux pas parler à quelqu'un? Tu connais du monde au conseil municipal. Je connais des gens, répondit Jackson, mais tous me conseillent de rester à l'écart publiquement, immédiatement. David fronça les sourcils. Et tu as publié une vidéo où tu as maltraité une personne âgée. Que espérais-tu? Que tout le monde en rirait? Jackson baissa les yeux. Les gens rient toujours de ce genre de contenu, c'est juste Internet. David le coupa. Non, Jackson. Ce n'est pas juste Internet. Ce que tu as fait est grave. Tu as mis en danger quelqu'un, détruit quelque chose qui avait de la valeur pour lui. Tu as maintenant beaucoup à répondre. Jackson sentit sa confiance s'effondrer. J'ai peur. Bien. Tu devrais. David adoucit légèrement son ton. J'ai engagé un avocat pour toi, le meilleur de l'État. Il fera ce qu'il peut. Mais comprends ceci, cette vidéo circule partout. Rien ne pourra l'effacer. Les associations locales demandent les sanctions maximales, et tous les regards sont tournés sur cette affaire. Ce n'est que le début. Devin ait reçu l'appel de son avocat, tu seras arrêté dans environ 2 heures. Je t'ai négocié la possibilité de te rendre toi-même. Ce sera mieux que d'être emmené en menottes. De quoi suis-je accusé? La voix de Devon était vide. L'avocat énuméra, effraction, agression, maltraitance d'une personne âgée, destruction de biens, profanation de restes humains, complot, avec possibilité d'aggravation pour crime haineux.
Devons fermer les yeux. Et si je suis reconnu coupable de tout? 20 à 30 ans, répondit l'avocat. Devons se sentir écrasé. J'ai 25 ans. Tu aurais dû y penser avant de commettre cet acte. Ce n'était pas un jeu. Ne cherche pas d'excuses, le jury verra la vidéo. Tu ris alors qu'une personne âgée supplie pour ce qui lui est cher. Aucune excuse ne changera cela. Devons sentir les larmes monter. Que faire? Tu te présentes au poste dans 2 heures, tu te tais, tu me laisses parler, et tu espères que la famille fera preuve de clémence. Pendant ce temps, Marcus était au poste de police, surveillant l'arrivée des accusés et veillant à ce que tout soit documenté. Il observa Tyler Brennan être traité, le jeune garçon pleurait, et Marcus remarqua le mélange de peur et de privilège sur son visage. Sarah Chen, à côté de lui, murmura, « Il a l'air effrayé. » « Bien, » répondit Marcus sans émotion. Sarah nota le changement chez Marcus. « Depuis que ton père a été attaqué, tu es devenu plus froid et concentré. »« Je suis en mission, » répondit Marcus. « Pendant 15 ans, j'ai combattu à l'étranger pour protéger les innocents. Maintenant, il s'agit de défendre mon père et tous les vétérans oubliés. » L'audience fut fixée pour le lendemain. Tous les accusés furent retenus sans caution. Frank fut ramené chez lui par Marcus, dans le silence. Puis Frank brisa la glace, « Tu n'avais pas à faire tout ça. »« Si, » répondit Marcus. « Mais ton bien-être et ta sécurité comptaient plus que tout. » Ils discutèrent, se réconcilièrent, et Marcus assura la protection de son père avec un système de sécurité et de surveillance. Frank, malgré la douleur, retrouva une partie de sa paix intérieure et put pleurer et parler librement, libérant des années de tension. Le lendemain, l'audience se déroula avec tous les vétérans présents, et le juge fit preuve de fermeté face aux accusés. Les familles des victimes furent entendues, et le poids public et médiatique soutint Frank et Marcus. Des victimes supplémentaires se manifestèrent, révélant un schéma d'agression contre des personnes âgées. Les réseaux sociaux relayèrent massivement ces histoires, augmentant la pression sur les auteurs. Les familles des accusés tentèrent de justifier ou d'excuser leurs enfants, mais la communauté resta vigilante et solidaire des victimes. Une réunion cruciale eut lieu entre Marcus et Gerald Brennan, grand-père d'un des accusés, qui choisit de témoigner contre son propre petit-fils pour dire la vérité et empêcher de nouvelles injustices. Marcus comprit que la justice impliquait parfois des choix difficiles, même au sein de la famille. Ancien combattant, Gerald savait ce que signifiait le sacrifice, la discipline et le prix du silence. À 87 ans, il refusa de quitter ce monde avec le poids d'un regret insupportable, celui d'avoir trop longtemps protégé son petit-fils alors que celui-ci faisait du mal à des personnes vulnérables. Il décida alors de dire toute la vérité aux autorités, assumant ses erreurs passées et reconnaissant qu'en privilégiant la loyauté familiale, il avait permis l'injustice. Son témoignage renforça considérablement le dossier de l'accusation, révélant un schéma clair, des actes répétés contre des personnes âgées, dissimulés par l'argent et le silence. Le procès attira l'attention du public, notamment des anciens combattants, touchés par l'histoire de Frank Morrison, un vétéran âgé agressé chez lui. Devant le tribunal, Frank raconta avec calme et dignité comment son intimité avait été violée et comment l'humiliation avait laissé une profonde blessure morale. Malgré les tentatives de la défense pour semer le doute, sa parole resta constante, sincère et crédible. D'autres victimes âgées vinrent également témoigner, révélant une souffrance similaire et un sentiment commun d'abandon. Lorsque Gerald prit la parole à son tour, le silence fut total. Il expliqua comment, par le passé, il avait utilisé son influence et ses ressources pour éviter à son petit-fils d'assumer les conséquences de ses actes. Il déclara publiquement vouloir réparer, même tardivement, ce qui pouvait encore l'être. Ce moment marqua un tournant décisif dans le procès. Après plusieurs heures de délibération, le jury rendit un verdict clair, coupable sur l'ensemble des chefs d'accusation. Pour Frank, ce jugement représentait bien plus qu'une condamnation, c'était la reconnaissance de sa parole, de sa dignité et de sa valeur en tant qu'être humain. Le juge souligna publiquement son courage et rappela que personne, quel que soit son âge, ne doit vivre dans la peur ou l'indifférence. Lors de l'audience de détermination de la peine, Frank s'exprima une dernière fois. Il expliqua comment il s'était longtemps senti invisible, inutile, avant de comprendre que sa vie comptait encore. Son message fut clair, même blessé, même âgé, les personnes méritent respect, justice et considération. Les condamnations furent prononcées, accompagnées de réparations obligatoires et de mesures destinées à empêcher toute glorification des actes commis.
Quelques mois plus tard, Frank devint une voix pour les anciens combattants et les personnes âgées. Devant un public attentif, il rappela que personne n'est invisible et que la dignité humaine ne disparaît jamais, tant qu'on ose se lever et dire la vérité. Parce que lorsque l'un de nous est attaqué, nous le sommes tous. Et lorsque l'un de nous se lève, nous pouvons tous nous tenir plus droit. Il termina son discours sous des applaudissements nourris. Marcus, sur le côté de la scène, rayonnait de fierté. Après le discours, les gens se pressèrent pour rencontrer Frank, lui serrer la main et partager leurs propres histoires d'oubli, d'injustice ou de sentiment d'invisibilité. Frank écoutait chacun, se souvenait de chaque nom, car il avait compris, être vu signifiait aussi voir les autres. « Tu as bien fait, papa », dit Marcus plus tard, en rentrant à la maison, Rex reposant sa tête sur la console entre eux. « J'étais terrifié. Je pensais que j'allais oublier ce que je devais dire. »« Tu n'as rien oublié. Tu as été parfait. Ta mère aurait été fière. Elle l'est, je crois. Où qu'elle soit, elle l'est. » Ils roulèrent un moment dans le silence, puis Frank prit la parole. « Marcus, à propos de ma retraite, j'ai déjà soumis les papiers pour le mois prochain. Et tu es sûr? Pas de regrets? Aucun. » Marcus le regarda. « J'ai passé 15 ans à protéger des inconnus. Il est temps de protéger ceux qui comptent le plus. Il est temps d'être ton fils, pas juste un nom sur ton téléphone. » Les yeux de Frank se remplirent de larmes. « Je ne te mérite pas? C'est l'inverse, papa. Je ne te mérite pas, mais je suis reconnaissant de t'avoir. Et je vais m'assurer qu'on ne perde plus un seul jour. » Un an après l'attaque, Frank se tenait dans un cimetière, Marcus à ses côtés, Rex à leurs pieds. Devant eux, la nouvelle pierre tombale d'Hélène, qu'il avait enfin fait réaliser avec l'aide de Marcus. Hélène Morrison, épouse et mère bien-aimée. Elle rendait l'ordinaire extraordinaire. « Tu as choisi une belle inscription, » dit Marcus. « C'est vrai, elle rendait tout meilleur. Même moi. » Frank toucha la pierre froide. « Désolé de t'avoir gardé si longtemps dans cette urne, bébé. Désolé de ne pas avoir pu te laisser partir. Tu peux la laisser partir maintenant? » « Je pense que oui, je suis prêt. » Frank regarda son fils. « Elle n'est pas dans les cendres de toute façon. Elle est dans mes souvenirs, en toi, dans ta façon de te battre pour les gens, comme elle l'a toujours fait. Elle n'est pas partie. Elle a juste changé de forme. » Ils restèrent là, ensemble, regardant le coucher du soleil. Père et fils, homme et chien. Une famille qui avait failli se briser, mais qui avait choisi de rester unie par l'amour. « Papa, et pour le travail de défense des victimes ?» demanda Marcus. « Je pense que nous continuons à nous battre, à parler, à faire en sorte que personne ne se sente jamais aussi seul que je me suis senti ce soir-là. Et nous le ferons ensemble, en équipe, comme ça aurait dû être depuis le début. » Marcus passa son bras autour des épaules de son père. « Équipe Morrison. J'aime ça. Moi aussi, fiston. » La loi Morrison fut adoptée 8 mois après le procès, renforçant la protection des vétérans âgés et des victimes d'abus, et obligeant le signalement des mauvais traitements. Frank et Marcus assistèrent à la cérémonie officielle, où le gouverneur lui serra la main. « Que diriez-vous aux autres victimes d'abus ?» demanda un journaliste. « Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas invisible. Ce qui vous est arrivé compte, et il y a des gens prêts à se battre pour vous si vous les laissez faire. Ne soyez pas honteux. Ne restez pas silencieux. Levez-vous. Parlez, car votre voix compte. Votre histoire compte. Vous comptez. » Frank Morrison, à 81 ans, devint le visage d'un mouvement qu'il n'avait jamais cherché à diriger. Mais il le fit parce que quelqu'un devait le faire, parce qu'il avait appris que le silence était complicité et que la dignité signifiait se battre pour être vu. 3 ans après l'attaque, il assista à l'audience de libération conditionnelle de l'un de ses agresseurs. Il choisit de ne pas s'opposer à sa libération, mais lui donna un avertissement clair: vivre pour réparer ses erreurs, aider les autres, ne jamais répéter ses actes. 5 ans après l'attaque, Frank fêta ses 85 ans entouré de vétérans, d'amis et de victimes qui l'avaient inspiré. Marcus lui annonça qu'un producteur voulait faire un film sur son histoire. Frank accepta, à condition que l'histoire reste vraie et que la justice et le courage soient mis en avant. 7 ans après l'attaque, Frank Morrison mourut paisiblement à 87 ans. Sa vie et son combat laissèrent un héritage durable. Marcus continua de défendre les causes de son père et de préserver son histoire. 10 ans après l'attaque,
le film fut présenté, fidèle et émouvant, montrant la peur, la douleur, mais surtout le courage et l'impact d'un homme qui avait refusé d'être invisible. Marcus, devant la tombe de ses parents, avec Rex à ses côtés, murmura « J'ai tenu ma promesse, papa. Je suis là pour tout ce que tu croyais juste. » Ton histoire continue à changer des vies. Frank Morrison avait prouvé que se lever pour la dignité et la justice comptait, que refuser d'être invisible importait, et que chaque vie, chaque personne, avait de la valeur. Après la sortie du film, la vie de Marcus et Frank prit une nouvelle dimension. Les conférences, interviews et engagements publics se succédaient, mais ce qui les touchait le plus n'était pas la reconnaissance médiatique, c'étaient les rencontres avec des personnes qui leur racontaient que l'histoire de Frank leur avait redonné du courage, qu'elle les avait inspirés à dénoncer des injustices qu'ils avaient longtemps acceptées par peur ou par résignation. Frank, malgré son âge, se montrait plus actif que jamais. Il créa une fondation dédiée à la protection des vétérans vulnérables et des personnes âgées isolées. Marcus, fidèle à sa promesse, coordonnait les opérations, veillant à ce que chaque plainte, chaque signalement soit traité avec sérieux et rapidité. Rex, maintenant âgé mais toujours vigilant, accompagnait les interventions, symbole vivant de loyauté et de courage. La fondation devint rapidement un pilier national, avec des centres d'assistance dans plusieurs villes. Des anciens combattants, souvent traumatisés et oubliés par le système, trouvaient enfin un endroit où parler librement, où recevoir aide et respect. Les familles, elles aussi, apprenaient à protéger leurs proches vulnérables, inspirés par le combat de Frank. Mais tous ces changements ne se faisaient pas sans obstacle. Les anciens complices et alliés des agresseurs continuaient de tenter d'entraver le travail de la Fondation par des campagnes de diffamation, des pressions politiques et même des menaces directes. Marcus ne baissait jamais sa garde, analysant chaque risque, chaque message suspect. Les nuits étaient longues, souvent sans sommeil, mais son regard était fixé sur un objectif clair, garantir que personne ne subirait l'horreur que son père avait vécue. Frank, lui, puisait une force nouvelle dans la transmission de son expérience. Il écrivit un livre, relatant non seulement l'agression et le procès, mais aussi son parcours de vie, la guerre, la perte, l'amour et les années passées dans l'ombre. Les lecteurs étaient captivés par son honnêteté et sa vulnérabilité. Des lettres arrivaient du monde entier, certaines déchirantes, racontant des situations similaires, d'autres remplies d'espoir et de gratitude. Chaque lettre était lue attentivement par Frank, qui répondait quand il le pouvait, toujours accompagné de Marcus. La Fondation initia également un programme éducatif dans les écoles, enseignant aux jeunes le respect des aînés, la responsabilité civique et l'impact des réseaux sociaux. Frank intervenait parfois en personne, racontant son histoire aux élèves, leur montrant que derrière chaque vidéo, chaque moquerie en ligne, il y a des vies réelles. Marcus complétait ses interventions en expliquant les aspects légaux et les conséquences concrètes des actes violents ou illégaux. Avec le temps, la famille Morrison devint un symbole national de résilience et de courage. Les anniversaires de Frank étaient célébrés non seulement comme des dates personnelles, mais comme des moments de reconnaissance pour tous les vétérans et les victimes d'abus qui avaient retrouvé voix et dignité grâce à leur combat. Marcus continuait son travail dans la sécurité et la protection, mais il s'engageait aussi dans des programmes de mentorat pour jeunes officiers, transmettant les leçons de loyauté, de discipline et d'intégrité qu'il avait apprises sur le terrain et à travers l'épreuve familiale. 3 ans après la sortie du film, Frank et Marcus organisèrent une cérémonie spéciale pour inaugurer un mémorial dédié aux victimes d'abus contre les personnes âgées et les vétérans. Les familles touchées, des représentants politiques, des anciens combattants et des journalistes étaient présents. Frank prit la parole, la voix tremblante mais ferme. « Nous sommes ici pour dire à ceux qui ont été blessés, humiliés ou oubliés, vous comptez. Vos histoires comptent. Votre douleur est réelle, et elle mérite d'être entendue. Mais plus important encore, nous sommes ici pour dire que le courage, l'amour et la justice ne disparaissent jamais, même face à la peur et à la violence. » L'émotion était palpable. Les gens pleuraient, certains de soulagement, d'autres de reconnaissance. Marcus posa sa main sur l'épaule de son père, et ensemble, ils regardèrent le monument, un symbole vivant de l'impact qu'une seule personne courageuse peut avoir lorsqu'elle refuse de rester silencieuse. Malgré tout ce succès, la vie personnelle de Frank n'était pas terminée. Il apprit à apprécier la paix après l'orage, à savourer les petits moments, marcher avec Rex au parc, prendre le thé avec Marcus, se souvenir d'Hélène en silence, sans douleur ni regret. Chaque jour devenait un acte de gratitude, chaque souvenir une célébration de ce que l'amour et le courage peuvent accomplir. Mais le passé refusait parfois de rester derrière.
Des rumeurs sur de nouvelles menaces contre d'autres vétérans arrivaient régulièrement. Marcus et Frank ne se laissaient jamais surprendre. Chaque incident était traité avec diligence, mais avec un équilibre entre protection et sensibilisation. Ils comprirent que leur rôle allait bien au-delà de leur propre histoire, ils étaient devenus des gardiens, des enseignants, et parfois des boucliers pour ceux qui n'avaient pas la force de se défendre seuls. À 85 ans, Frank reçut une invitation inattendue, un sommet international sur les droits des personnes âgées et la protection des vétérans. Il voyagea avec Marcus et Rex, partageant son expérience, son livre et son combat avec des délégations du monde entier. Son message était universel, l'âge ou la vulnérabilité ne diminue jamais la valeur d'une vie humaine. Chaque témoignage qu'il livrait, chaque conseil qu'il donnait, renforçait des lois et des programmes dans plusieurs pays. De retour chez lui, Frank regardait le coucher du soleil, pensif mais serein. « Marcus, tu crois que nous avons vraiment changé quelque chose ?» demanda-t-il. Marcus sourit. « Papa, nous avons sauvé des vies, restauré la dignité, et inspiré des milliers de personnes. Ce n'est peut-être pas parfait, mais nous avons fait une différence. Et tant que nous continuerons, chaque jour comptera. » Frank hocha la tête. Il se souvenait d'Hélène et de leur vie simple, de leur amour quotidien. Il savait maintenant que la véritable bataille n'était pas seulement de survivre à la violence, mais de transformer la douleur en espoir, la peur en courage et le silence en voix. Les années suivantes furent un mélange de travail acharné et de moments familiaux précieux. Marcus se maria, et Frank fut là, rayonnant de fierté. Les histoires des anciens combattants protégés par la Fondation furent publiées, racontées et célébrées. Rex s'endormit paisiblement, entouré d'amour, après avoir passé des années à protéger et à inspirer. À la fin, Frank Morrison laissa derrière lui un héritage monumental, celui d'un homme qui, face à la cruauté et à l'injustice, avait choisi de rester visible, de se lever et de protéger non seulement sa famille, mais toute une communauté. Marcus continua sa mission, fidèle à la mémoire de son père et à l'esprit d'Hélène, portant la flamme de courage, de justice et d'amour pour les générations futures. Et ainsi, la famille Morrison devint un symbole intemporel, la preuve vivante que même face à la violence, à l'âge et à la vulnérabilité, la dignité humaine, le courage et l'amour peuvent transformer le monde.